10 juin 2020, 53 ans plus tôt, en 1967, la guerre des 6 jours prenait fin. L'une de ses premières conséquences, la conquête de ce que les Israéliens appellent la Judée-Samarie, appelée par la communauté internationale la Cisjordanie. C'est de cette région dont il est entre autres aujourd'hui question avec le plan de souveraineté israélienne. Mais il sera encore temps d'en parler d'ici le 1er juillet, date que s'est fixée le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour décider ou non s'il applique de manière unilatérale le plan Trump. En attendant, il sera question cette semaine d'un combat juridique face aux organisations terroristes et d'un autre combat, celle d'une femme, la première Mista Arevet, c'est policier de l'unité des infiltrés des gardes frontières. Elle a officié pendant les heures les plus graves de la seconde intifada. Nous l'avons rencontrée. Maître Darshan Leitner, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes une avocate en droit international, spécialisée en droit international, présidente de l'association Shorat Hadin. Vous revenez des États-Unis avec un succès juridique. La Cour fédérale de Washington a abondé dans votre sens et a déclaré qu'au-delà du fait que l'Iran et la Syrie sont responsables des attentats de loups solitaires, c'est le Hamas et le djihad islamique qui le sont. Alors au-delà effectivement du succès juridique, est-ce qu'il n'y a pas une valeur d'abord symbolique ? Non, ce n'est pas symbolique du tout. D'abord, c'est une décision inédite parce qu'en général, on dépose une plainte contre l'Iran, contre la Syrie qui finance le Hamas, le djihad islamique et soutiennent des organisations terroristes. Ce cas est unique parce que pour une fois, il n'y a pas eu de plainte déposée parce qu'une organisation terroriste avait commis un crime. Cette fois-ci, ce sont des loups solitaires, des gens qui agissent seuls, dont on ignore le passé et les motivations, qui ont perpétré un attentat. Et pourtant, la Cour fédérale de Washington s'est rendue compte que derrière chaque loup solitaire se cache une organisation terroriste. La question est la suivante, c'est que en quoi ce décret peut impacter les organisations terroristes s'il s'agit de loups solitaires ? Premièrement, ça crée un exemple. Ça montre que le concept de loup solitaire n'existe pas. C'est un crime organisé, c'est une vague de terrorisme organisé. Ce ne sont pas des citoyens lambda, c'est quelque chose que le Hamas ou le djihad islamique ont lancé contre Israël dans le cadre de la vague de terrorisme qui sévit depuis ces 3 ou 4 dernières années. Par conséquent, quand on veut lutter contre cette déferlante de terrorisme et si on veut démanteler le terrorisme, on a une adresse, on n'a pas des individus. On a les chefs du Hamas, les chefs du djihad islamique. On peut lutter en tant qu'État contre quelque chose qui est vraiment organisé. Dans ce genre de configuration, et Dieu nous en préserve, si jamais nous sommes la cible d'une nouvelle vague de terrorisme, nous avons le moyen de riposter. En ce qui concerne les victimes d'attentats, elles ont aussi quelqu'un à qui s'adresser. Elles savent où aller pour obtenir une compensation pour les dommages qu'elles ont subis. En même temps, Israël laisse passer par exemple l'argent du Qatar vers le Hamas dans la bande de Gaza, dont on sait pertinemment qu'à un moment ou à un autre, cet argent va servir peut-être à des attentats dans les territoires ou dans les grandes villes israéliennes. Donc pourquoi ce 2 poids 2 mesures ? Vous avez totalement raison et je dis toujours que la lutte contre le financement n'est pas uniquement celle de l'État. Parfois, l'État doit se battre avec une main derrière le dos. Parfois, il y a des intérêts politiques à prendre en compte. On peut appeler ça la crise humanitaire à Gaza, on peut appeler ça la pression de l'Union européenne, on peut appeler ça les demandes au département d'État des États-Unis, on peut appeler ça comme on veut. Mais au bout du compte, quand des victimes du terrorisme veulent bannir les organisations terroristes, elles peuvent le faire grâce au système juridique, grâce à des victoires au tribunal. Maître Darshan Leitner, on le sait, cela fait des années, vous avez fait le combat contre les organisations terroristes et contre le terrorisme d'État, le combat de votre vie. Vous étiez d'ailleurs considéré comme la bête noire de Yasser Arafat. Est-ce que c'est un combat sans fin que vous menez ? C'est un combat sans fin tant qu'il ne concerne qu'une poignée d'États ou une poignée d'individus et quelques avocats par-ci par-là. Mais il peut y avoir une fin à cette lutte si toutes les nations s'unissent et se fixent l'objectif collectif de mettre fin au terrorisme. Au bout du compte, c'est l'argent qui dicte tout. L'argent est l'oxygène du terrorisme, de la même manière que c'est la source de tout ce qui se produit dans le monde. Si on bloque la circulation de l'argent, on peut bloquer le terrorisme. C'est aussi simple que ça. Regardez Daesh, par exemple. C'était une organisation terroriste très connue qui semait la mort et l'horreur dans le monde entier. Pourquoi s'est-elle éteinte au cours de ces dernières années ? Parce que les États-Unis, après avoir essayé de la combattre des années durant, ont finalement eu la bonne idée d'aller à la source. Et comment ont-ils fait ? Ils sont allés sur le terrain, ont enterré leurs champs pétroliers. Ils sont allés sur le terrain et les ont bombardés, les privant de pain et d'eau.
bread and water. Ce que n'a pas fait d'ailleurs Barack Obama au moment où il avait une enquête contre le Hezbollah, puisqu'il y avait les négociations autour du dossier nucléaire iranien. J'aimerais vous montrer un visage, Maître Darshan Leitner, si on peut le montrer en régie, ou plutôt écouter ce qu'avait dit Ahmed Tamimi. C'était elle qui avait amené le terroriste, le kamikaze, se faire sauter devant la pizzeria Sbarro dans les années 2000. Écoutez ce qu'elle dit à une interview d'un journaliste de la première chaîne de télévision israélienne. Vous savez combien d'enfants sont morts durant l'attentat du restaurant Sbarro? 3 enfants ont été tués pendant cette opération, il me semble. 8. 8? Alors 8. Maître Darshan Leitner, d'ailleurs ce sourire me glace le sang. Cette Ahmed Halam Tamimi aujourd'hui est en Jordanie. Elle officie en tant qu'analyste auprès des médias jordaniens. La question est de savoir finalement, puisqu'elle a été expulsée dans le cadre de l'accord Shalit, à l'époque, le soldat avait été libéré contre 1000 terroristes dont certains ont été expulsés. Est-ce que finalement, à qui incombe la responsabilité? Est-ce que ce n'est pas d'abord à Israël le fait de l'avoir expulsée? Finalement, elle ne doit rien à la justice israélienne. Si vous me demandez qui a l'obligation de ramener cette terroriste et de la mettre derrière les barreaux, je peux vous dire que c'est Israël. Israël l'a envoyée en prison, elle y est restée 15 ans et elle est sortie à la faveur de l'accord Shalit. On peut justifier cet accord ou on peut ne pas le cautionner. On peut être énervé des libérations qu'il a entraînées, mais finalement, c'est ce qu'Israël a décidé de faire. Donc les personnes qui ont encore le droit de la faire revenir de Jordanie et de la remettre derrière les barreaux, ce sont les victimes. Parce qu'elles n'ont pas obtenu réparation avec les 15 ans d'enfermement pour cette femme, ce n'est pas assez pour les 15 personnes qui ont péri lors de l'attentat du restaurant Sbarro à cause d'elle. Par ailleurs, il y avait aussi des citoyens américains parmi les victimes. Donc le gouvernement des États-Unis a récemment fait du bruit pour qu'elle soit extradée de Jordanie. J'utilise volontairement l'expression « faire du bruit » parce que le gouvernement est conscient qu'il ne suffit pas de remplir une demande pour une extradition. Si l'on veut que la Jordanie fasse quelque chose qui s'inscrit totalement contre la population palestinienne présente en Jordanie, il faut faire bien plus que remplir un simple papier. Il faut exercer une pression extrêmement forte et les États-Unis ont les moyens de forcer la Jordanie à extrader cette femme vers Israël et de la remettre en prison. Si on se base sur la détermination des victimes américaines, c'est une action qui incombe au gouvernement américain. Merci beaucoup, Maître Darshan Leitner, d'avoir été notre invité dans Défense. Avec plaisir. Bonsoir, c'est Nicole. Bonsoir, Mathias. On parle avec vous d'abord de cette chasse à l'homme qui a pris fin en début de semaine concernant l'assassin présumé d'Amit Benigal. Exactement, le terroriste, il était vivement recherché depuis le 12 mai dernier. Finalement, le Shin Bet, les services de sécurité intérieure israéliens, ont annoncé l'arrestation du terroriste suspecté donc d'avoir tué, vous le voyez à l'écran, Amit Benigal, ce soldat israélien de 21 ans. Ce terroriste, il s'appelle Nizmi Aboubakar, il a 49 ans. C'est lui qui a donc visé par des parpaings ce soldat israélien alors que celui-ci passait sous sa maison dans un village dans le nord de la Cisjordanie lors d'une opération de l'armée israélienne. Le suspect a été arrêté puis longuement interrogé par le Shin Bet avant d'avouer plusieurs jours plus tard être l'auteur du jet de pierre qui a donc été fatal au soldat israélien Amit Benigal. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que le chef d'état-major également cette semaine va au front et demande au gouvernement de ne surtout pas baisser le budget de l'armée. Exactement, Mathias. L'armée israélienne va continuer d'opérer sur les terres, par les airs, en mer, mais également sur le cyber pour contrer les cyberattaques. Tels sont les mots donc d'Aviv Koravi, chef d'état-major, prononcé devant le gouvernement qui prépare le budget de l'État. Aviv Koravi, vous l'avez dit, est donc fermement opposé à baisser le budget de l'armée israélienne. Et pour lui, ce serait même une grave erreur de diminuer l'enveloppe répartie pour Tsahal. Le chef de l'état-major a même illustrer le budget de l'armée israélienne par le succès de Tsahal. On vient de le voir avec des opérations complexes qui sont donc réussies. Tsahal qui doit continuer aussi à se moderniser et à se préparer à tous les scénarios et surtout les pires. Et donc pour cela, il ne faut surtout pas, c'est évident, donc baisser son budget, le budget de l'armée. Ce n'est pas parce que pour l'instant la situation est calme
même que la situation peut dégénérer, on l'a vu, et c'est la raison pour laquelle l'armée doit gérer ce que les militaires appellent en Israël les préparatifs d'entre-guerre. Merci Océane Nicole. Ce qui est intéressant d'ailleurs, et vous me le disiez hors antenne, de voir la manière dont le chef d'état-major Aviv Kochavi va être entendu par celui qui était chef d'état-major Benny Gantz et qui est aujourd'hui ministre de la Défense, qui pourrait relayer ces doléances. Merci Océane Nicole. Alors regardez ce sujet, le 10 juin marque la fin de la guerre des 6 jours. 6 jours de combat qui mènera Israël à récupérer les territoires. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Alors que la date du 1er juillet approche et avec elle, bien évidemment, la décision d'Israël d'imposer sa souveraineté, comme si une telle décision mettait fin à une guerre débutée 53 ans plus tôt. Un reportage de Shani Guidalia dans le cadre de notre équipe du Digital Web d'I24 News et de vous, Océane Nicole. Regardez. 5 juin 1967, Israël lance une attaque aérienne et terrestre contre l'Égypte. La Jordanie, la Syrie, le Liban et même l'Irak portent secours au Caire et rejoignent les hostilités. Tsahal est alors seul contre plusieurs armées, mais la détermination à remporter une bataille est plus forte. Quand j'étais enfant, je voyais des gens avec un numéro tatoué sur le bras. Notre sentiment, c'était de ne pas laisser la Shoah se reproduire. C'était un sentiment très puissant. Donc quand les Arabes ont commencé à pénétrer en Israël, les Égyptiens, puis les Syriens, alors on a dit non, ça ne se reproduira pas. Les armées ennemies résistent dans un premier temps, mais après 6 jours d'intenses combats, les hommes d'Yitzhak Rabin, alors chef d'état-major de Tsahal, gagnent la guerre. Moi, j'avançais dans le noir, je ne savais pas où étaient le nord et le sud. Et enfin, leurs armées étaient meilleures, ils avaient des fusils automatiques. Malgré tout ça, on a réussi à les battre. Comment ? On a réussi à les battre juste avec notre force mentale. Notre puissance, c'était notre état d'esprit. Les gens ne comprennent pas cela. L'état d'esprit, c'est le plus important. Les pertes humaines sont importantes. Côté israélien, Tsahal compte 779 morts et 2593 blessés. Du côté des armées arabes, l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, l'Irak et le Liban comptabilisent environ 20 000 victimes. Bilan de cette guerre des 6 jours, Israël conquit plusieurs régions, le Sinaï, la bande de Gaza, le plateau du Golan, ainsi qu'une partie de la Cisjordanie et la partie est de Jérusalem. La ville redevient ainsi unie et indivisible. Israël retrouve ainsi le Kotel, le mur des lamentations. Mais qu'en est-il aujourd'hui, un demi-siècle plus tard? Dans le Sinaï et dans la bande de Gaza, Israël s'est depuis complètement retiré, respectivement en 1982 et en 2005. Le Sinaï est sous autorité égyptienne, la bande de Gaza, quant à elle, est aux mains du Hamas. Le plateau du Golan a été annexé par Israël en 1981. Quant à ce que les Israéliens nomment la Judée-Samarie, la région est régie par une loi militaire. La zone n'est donc pas souveraine. C'est cette région qui est concernée par le fameux deal du siècle, le plan de paix du président américain Donald Trump. Un plan qui promet d'appliquer la souveraineté aux implantations israéliennes déjà existantes, soit près de 30% de la région, ainsi que dans la vallée du Jourdain. Si ce plan est mis en application, ce ne sera donc plus l'armée israélienne qui contrôlera cette région, mais le gouvernement israélien. Et mon invité est assez exceptionnel. C'est la première Mista Revet, c'est-à-dire l'infiltrée, la femme infiltrée dans les forces spéciales israéliennes, la police des frontières, ce qu'on en appelle les Yamas. Shir Peled, bonjour, merci d'être avec nous. C'est votre, on dit en français, un playground. C'est là que vous avez officié pendant entre 2002 et 2006, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous décrire d'abord ce que vous ressentez quand vous regardez tout autour de vous? Tout d'abord, vous saviez exactement où m'emmener, parce que je n'avais pas été ici depuis que j'ai quitté les forces de sécurité. Ça m'évoque beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs. Ça fait du bien de revenir. Aucune pression, aucun sentiment de... Il n'y a pas le ventre qui se noue? C'est peut-être bizarre, mais je me sens ici à la maison. C'est comme si vous reveniez dans le quartier où vous aviez grandi étant jeune. Et puis d'un coup, l'adrénaline remonte. Mais franchement, c'est très agréable de revenir ici. Alors racontez-nous votre parcours. C'est quoi être la première femme, Mista Revet, de l'histoire finalement de la police des frontières, cette unité très spéciale?
Écoute, ça veut dire beaucoup, au-delà du fait que cela signifie d'être constamment sur le terrain, d'être une femme Mistar Evet sur le terrain. Parce que déjà être une femme dans cette unité, c'est déjà très compliqué. À partir du moment, c'est quelque chose de nouveau. La relation est d'autant plus complexe avec les hommes, surtout dans une société très macho. Je peux dire que la guerre que j'ai menée était sur le terrain, mais également pour me faire une place dans l'unité. Comment tout a commencé? J'ai grandi à Jérusalem. Je peux dire que la deuxième intifada et un attentat en particulier où j'ai failli mourir m'ont fait subitement changer d'avis. Je me suis donc engagée à l'armée et j'ai décidé d'intégrer une unité combattante. Il y a 15 ans, il n'y avait quasiment aucune possibilité de le faire. Les gardes-frontières étaient alors la seule option pour moi et je me suis portée volontaire pour intégrer cette unité. Il y a un monde entre être combattante et être Mistar Evet, c'est deux mondes complètement différents. Et c'est ça qui est beau. Ils nous ont remarqué depuis les classes à cause de la deuxième intifada. Les commandants de l'unité ont décidé de changer de stratégie et de moderniser le modus operandi. C'est la raison pour laquelle ils nous ont extraits des classes. Ce n'est qu'à partir de la formation au cœur de l'unité que j'ai compris la différence entre être une fille garde-frontière avec tout l'attirail et l'effet de dissuasion et le fait de maîtriser l'effet de surprise et de l'appliquer au sein de l'unité. Ça veut dire quoi être Mistar Evet concrètement, au quotidien? Ça veut dire beaucoup. Cela signifie avoir une vie qui sort de l'ordinaire. Cela veut dire vivre le terrain, être sur le terrain, connaître la culture de l'autre, être créative tout le temps, ne jamais se reposer une seule seconde. C'est vivre la vie de multiples façons différentes. Vous n'aviez même pas l'arabe à l'époque. Vous ne saviez même pas parler arabe. Oui, c'est vrai, on ne nous a pas appris à parler arabe. Tout était vraiment secret. Parce que vous le savez, personne ne va avoir de doute sur une femme. Sachant qu'il est déjà très dur, les officiers l'avaient tenu secret pour éviter que des indices puissent laisser penser qu'il y avait des femmes dans l'unité. Et je peux vous dire que quasiment personne ne nous a suspectés. Mais oui, il faut bien travailler pour arriver à ce niveau. C'est-à-dire? Bien travailler, il faut s'adapter au terrain. Comme je l'ai déjà dit, c'est être capable de se fondre complètement dans la masse, ressembler aux gens qui vous entourent dans le village, comme des figurants dans un film, connaître parfaitement leur culture. On ne se sert pas uniquement de la langue pour communiquer, c'est tout savoir, c'est choisir un personnage, ça va au-delà des habits, du déguisement. C'est maîtriser le langage corporel, les expressions du visage. C'est de marcher dans la rue sans regarder les gens dans les yeux. C'est beaucoup de choses qu'on apprend au cours de la formation pour arriver sur le terrain. Alors votre rôle, vous étiez effectivement, il y a trois unités dans Yamas, dans la police des frontières. Il y a celle de Jérusalem, celle des territoires, il y a celle de Gaza. Vous aviez commencé à Jérusalem et vous avez terminé dans les territoires, notamment dans la région de Hébron. Vous avez fait des opérations ou pas? Vous avez arrêté des gens? Vous êtes même allé plus loin? J'ai toujours appartenu à la division de Jérusalem, des Mistar Ha'avim. Pourquoi vous chuchotez? Ça m'arrive, oui, je commence à parler de ça et je chuchote. Au départ, c'était pire, mais ça va de mieux en mieux. Donc je disais que j'appartenais à la division de Jérusalem. Je n'ai pas opéré dans les territoires, ni à Gaza, même si dans le cadre de mes fonctions, nous avons été emmenés à opérer dans la zone de Hebron. Quelle était déjà la suite de la question? Qu'est-ce que vous avez fait? Oui, donc tout ce qui a trait à l'infiltration et le type d'opération des Mistar Ha'avim qui vont avec. Lorsque je suis restée la seule femme dans l'unité, j'ai commencé aussi à sortir avec les unités sur le terrain et procéder à des arrestations complexes, tant en treillis qu'en civil. Une question qui va vous paraître peut-être un peu macho, mais comment on fait quand on est une femme et qu'on porte une djellaba pour sortir son arme? En dehors des djellabas, il est important de dire que chaque région ou opération a sa propre tenue. Il est évident que j'étais rentrée dans la peau de plusieurs personnages. Et pour chaque déguisement, j'étais obligée d'arranger un système pour y placer mon arme. Et je m'entraînais au stand de tir avec ces habits de telle manière à extraire mon arme le plus rapidement et viser surtout très juste une fois sur le terrain. Que ce soit quand on est opérationnel ou en formation, pas un seul jour ne se passe sans qu'on s'entraîne pour être prêt tout le temps.
S'il y a une histoire que vous devez retenir dans toute votre carrière, ça serait laquelle? Il y a une histoire que je raconte assez souvent dans mes conférences sur le sujet, pas parce que je veux être perçue comme une héroïne, mais que l'on comprenne mon histoire via l'une des opérations que j'ai vécues. Il était clair que je savais bien m'entraîner, mais il y avait toujours des doutes sur ma capacité à savoir opérer sur le terrain au moment de vérité, sur le fait que les femmes ne sauraient pas agir le moment venu comme les autres combattants, au moment où on crie « opération ». Et donc, je me souviens, c'était une vaste opération à Hebron. Nous étions sur le point d'arrêter 4 personnes recherchées et armées. Il y avait des hélicoptères dans les airs, beaucoup de forces au sol, des jeeps de l'armée prêts à intervenir. C'était une mission conjointe avec l'armée. Ce jour-là, mon partenaire jouait le rôle de mon mari. Nous nous sommes mis en position. Une fois que nous avions visité les moindres recoins du village, je me souviens de ce chemin qui dirigeait vers le restaurant. Nous étions positionnés sur le côté. Nous devions surveiller les lieux pour voir si personne ne prenait la fuite. Les personnes recherchées étaient déjà dans le restaurant. On les a pris sur le fait. Une première force est alors intervenue avec les armes à la main pour procéder à l'arrestation. Les hélicoptères étaient proches de nous. Les jeeps de l'armée étaient entrés dans le village. Mon partenaire et moi-même avons commencé à marcher, à aller en direction du restaurant. Et il était évident que personne aux alentours ne savait qui nous étions. Je me disais à ce moment-là que j'allais monter dans la voiture et que l'opération était terminée. Mais c'est à ce moment que l'un des suspects prend la fuite en courant dans notre direction, une arme à la main. Nous savions que c'était à nous de l'arrêter. Et même si ça donne l'impression que je marchais calmement dans le village, mon oreillette n'arrêtait pas de siffler. Je recevais beaucoup d'ordres en même temps. Et je pensais à beaucoup de choses. Je devais savoir où étaient les autres policiers et en même temps me concentrer pour bloquer cet homme déterminé et armé. Mon partenaire, lui, a alors donné un coup d'épaule et l'homme est tombé. Mais il était tellement plein d'adrénaline qu'il a essayé de se relever et prendre la fuite. J'ai sorti mon revolver et lui ai mis sur la tempe. Comment il vous a regardé? C'était quoi son premier regard? C'était en plein cœur du village, la première fois qu'il voit une femme arabe religieuse et qu'il lui met une arme sur la tempe. Il était en état de choc. Il était totalement tétanisé. Il aurait d'ailleurs pu ouvrir le feu et me tirer dessus puisque nous étions très proches l'un de l'autre. Mais l'effet de surprise a réussi et il n'a pas réagi. C'était donc une opération très importante pour moi puisque j'ai réussi à opérer dans un moment de vérité avec tous les doutes qu'il y avait sur mes capacités. Je pense aussi que le regard de mes partenaires a changé à mon égard. Quelques années plus tard, il y a une série qui s'appelle Fauda. Ça vous inspire quoi? Je n'avais pas parlé de mes années de service depuis que j'avais raccroché, il y a un peu moins de 15 ans. Il y a même des gens de ma famille proche qui ne savaient pas ce que j'avais fait. Mes amis non plus. Presque personne en fait. Un jour, je rentre chez moi après une journée de travail, j'allume la télévision et soudain, je me vois. Il faut savoir qu'avant que la série ne voie le jour, on ne parlait pas, ou très peu des unités de Mr. Ravine, et encore moins des femmes qui servent dans l'unité. J'ai commencé à avoir des flashbacks, des souvenirs sont remontés à la surface. Vous avez dit c'est moi? Oui, exactement. Vous savez, j'ai vu la scène où il se préparait pour une opération. Il est vrai que Fauda, c'est aussi très hollywoodien et qu'elle mélange beaucoup d'unités à la fois. Mais elle est tellement authentique dans certains domaines que seules les personnes qui ont servi dans l'unité peuvent comprendre les petites blagues entre le Mr. Ravim, les nuances, les relations entre nous. C'est très authentique. C'était comme recevoir un coup de poing au ventre que de voir cette série. Je dis même que Fauda, pour moi, c'est comme un soin psychologique. C'est très fort. Et ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que vous me disiez avant de préparer cette émission que vous êtes aujourd'hui styliste. Et le fait même de passer d'un monde où on est sans arrêt en train de se déguiser à un monde de stylisme, c'est peut-être presque l'étape d'après. C'était presque naturel pour vous. Oui, c'est vrai. C'est comme ces officiers supérieurs de l'armée qui continuent dans leur domaine, dans le civil. C'est pareil pour moi. J'étais une sorte de styliste dans l'unité. Je le suis aussi aujourd'hui. Mais je travaille dans le monde de la mode, dans un état d'esprit de création de personnages. C'est comme si j'avais continué à être une Mr. Evette. C'est fascinant.
Savoir créer un personnage authentique, c'est ce que je savais faire. En tant que styliste, je crée des histoires, comme celles que je crée pour les besoins du terrain. Savoir être fidèle au personnage qu'on veut créer, c'est exactement ce que je faisais dans mon unité. Dernière question, ou deux peut-être, vous avez un enfant? Oui, j'ai un enfant, il est au CP. Au CP, donc ça veut dire qu'il a 5 ans, dans 13 ans il va avoir 18 ans. S'il vous dit maman je veux être Yamas, vous lui dites quoi? Avec plaisir, j'espère que d'ici là je ne serai pas une mère juive qui le surprotège. Je ne vois pas d'ici là pourquoi il ne serait pas un Mistarev. Merci beaucoup chère Peled. Merci beaucoup. C'était il y a 80 ans, la bataille de Dunkerque faisait rage. Parmi les pilotes et navigateurs de la Royal Air Force britannique se trouvaient de nombreux juifs. Retour sur ces héros de l'ombre avec Lise Benkemon. Juin 1940, Dunkerque, harcelé par les Allemands, n'est plus qu'un brasier. Mais avec le recul, il s'agit d'une des plus importantes batailles de la Seconde Guerre mondiale. En urgence, Churchill déclenche l'opération Dynamo. Son objectif, évacuer l'essentiel de son armée de terre en Angleterre pour pouvoir continuer à combattre les nazis. Les Français sont chargés de contenir les Allemands, aidés par la Royal Navy et la Royal Air Force britannique. Au total, 338 000 soldats seront rapatriés. Parmi eux, 125 000 Français et quelques milliers de Juifs. 20 000 d'entre eux vont rejoindre les rangs de la RAF et continuer le combat. Aujourd'hui, le musée de l'aviation britannique à Londres a décidé de leur rendre hommage avec une exposition intitulée Hidden Heroes. J'ai signé tout de suite pour intégrer la Royal Air Force. Je trouvais que c'était très héroïque et je voulais en découdre avec les Allemands. Un jour, on m'a demandé ce qu'il y avait d'écrit sur vos papiers d'identité. J'ai répondu « juif ». Je suis né juif et je voulais mourir juif. Ils étaient jeunes et pour beaucoup d'entre eux inexpérimentés. Mais ils furent pilotes, navigateurs, officiers de liaison et certains décodaient même les messages de l'armée allemande. Beaucoup ne se prenaient pas pour des héros. Mais déjà à l'époque, Churchill disait d'eux « Jamais tant de gens n'ont dû autant à si peu ». Leur mémoire est ainsi honorée 80 ans après les faits. C'est la fin de ce numéro de Défense. Bonne semaine sur i24 News.